À la une ce soir. Si on veut propulser notre économie, on doit le faire, oui, avec des représentations comme celle que j'ai faite aux États-Unis, mais aussi on doit prendre des moyens qui sont sous notre contrôle. Baisse d'impôts pour les PME, une manœuvre électorale désespérée, selon les oppositions. La magie semble être une nouvelle science à la mode à Québec. Là. Il y a des millions qui apparaissent partout. L'équipage d'Artemis 2, dont le Canadien Jeremy Henson, reçu au Bureau Ovale. We're very proud of these people. They have unbelievable courage. To get in there, you have to be very smart. You have to do a lot of things physically good. Et match numéro 5 à Tampa, tous les espoirs sont encore permis pour nos Canadiens. On savait que ça allait être une série très tight. On essaie de s'améliorer à chaque match. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. On s'est dit pourquoi pas commencer avec la fièvre des séries ce soir parce que tous les yeux sont rivés sur les Canadiens pour ce 5e match de la série entre le Lightning contre le Lightning, voilà à Tampa. La série qui est égale 2-2, donc tout est encore permis. On dit que le hockey, c'est une religion au Québec. Bien, ça prend vraiment tout son sens. Elliot, tu es devant une église à Saint-Jean-sur-Richelieu où les partisans vont se réunir, là. Oui, l'église Saint-Jean l'Évangéliste à Saint-Jean-sur-Richelieu va complètement se transformer. Là. Derrière moi, bon, vous voyez, il n'y a pas personne encore, soir de semaine, mais croyez-moi, il va y avoir de l'ambiance tout à l'heure. Alors vraiment, on n'attend pas loin de 500 personnes là, ici ce soir. On va transformer l'église, donc écran de 35 pieds, jeux de lumière, bref, on y a vraiment mis le paquet. J'ai parlé avec l'organisatrice de l'événement un peu plus tôt, là, puis elle m'a vraiment expliqué qu'est-ce qui allait se passer ici ce soir. Je vous laisse l'écouter. Il y a 16 lumières motorisées. Il y a un écran de 35 pieds qu'on appelle affectueusement notre Sainte Flanelle. C'est le nom de notre projet, justement parce qu'il fait vraiment tout le cœur de la cathédrale. On utilise l'orgue Casavant de la cathédrale aussi dans le spectacle et on a même l'hymne national qui est chanté, nous, en direct dans la cathédrale. Puis avec 2 animateurs, c'est vraiment un spectacle où petits et jeunes se rencontrent pour célébrer les Canadiens. Elliot, il faut dire aussi que l'argent amassé va aller à une bonne cause, là. Absolument. Donc, l'argent des billets et du bar, parce que je vous montrerai là dans un instant, il y a un bar qui a été fait avec les confessionnaux, va aller à 3 organismes. D'abord, Passe-moi la POC, qui œuvre en itinérance. Il y a aussi l'organisme qui organise la soirée, la cargaison, puis aussi à l'église elle-même là pour l'entretien. Alors, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Là, comme vous voyez, les lumières sont installées. Il y a le grand écran juste là-bas. Puis comme je vous disais, le confessionnal juste là qu'on a transformé en bar pour la soirée. Marie-Christine, ce qui est intéressant, c'est que cette église-là est toujours en activité. C'est une église religieuse, c'est-à-dire que vendredi passé, lors de la diffusion du match, 2 heures avant, la messe se terminait. Alors vraiment, là, c'est toute une manœuvre de transformer ça en salle de spectacle, si on veut, parce que oui, c'est pas juste une diffusion de match, là, c'est vraiment un spectacle qu'on construit ici. Je vous laisse écouter à nouveau l'organisatrice de l'événement. On parle beaucoup de spectacle. Est-ce qu'il y a des performances entre les périodes? Actuellement, non. C'est quelque chose qu'on va organiser pour la 2e ronde, par exemple. On a des artistes invités. Par exemple, ce soir, Jean-Thomas Jobin est avec nous. Donc, c'est un fan de sport. On a, par contre, un DJ qui met de la musique francophone. Puis, éventuellement, nous, on a plein d'auteurs, compositeurs. Puis, pour la 2e ronde, on veut faire des petites surprises puis faire découvrir des talents québécois. Alors, Marie-Christine, regarde, une de mes parties préférées là, dans la transformation de l'église, c'est les lampillons juste ici qui sont à l'effigie du tricolore. Alors, c'est vraiment mignon. Tu vas en faire brûler on a transformé les... Ben, regardez ça. J'ai un petit bâton ici. J'adore ça. Les Ça va porter Canadiens chance. ce soir, pour leur sûr. victoire. Bon, on espère que ça va leur porter chance. Elliot, je te retrouve tout à l'heure Voilà. quand il y aura des partisans. Merci beaucoup. À tantôt. Maintenant, après un voyage à Washington pour défendre les intérêts économiques du Québec, Christine Fréchette qui donne maintenant un coup de main aux PME. La première ministre a annoncé ce matin une baisse d'impôts pour 75 000 petites et moyennes entreprises du Québec. Jean-François, donc, Christine Fréchette qui s'éloigne du même coup de l'ère François Legault qui visait davantage à aider les grandes entreprises.
Oui, on se souvient évidemment là, du cas de Nordvolt, Lion Électrique également. Donc, on veut faire peut-être oublier ça du côté du gouvernement Fréchette, y aller plus vers les PME. On le sait, ça fait longtemps qu'ils demandent de l'aide, notamment du point de vue fiscal, et c'est ce qu'on va faire. Donc, ça va passer de 3,2 % à 2,2 % le taux d'imposition sur la première tranche de 500 000 $. Ça va permettre aux entreprises d'épargner environ 5 000 $ par année. C'est quand même modeste, mais quand même, il y a certaines entreprises là, qui vont pouvoir vraiment être aidés par cette mesure-là, qui va être, par pris l'argent dans ce fameux fonds qu'on avait laissé pour la première ministre, donc 1,3 milliard de dollars sur 5 ans par le gouvernement par le ministre des Finances, Éric Girard. Quand je dis que je vais faire moins d'interventions, ce à quoi je réfère, c'est notamment d'avoir moins de prêts pardonnables de manière systématique. Donc, d'en faire vraiment un cas d'exception, l'octroi de prêts pardonnables, et que ces prêts soient pardonnés si les exigences sont rencontrées avec des exigences, je dirais, assez importantes. On nous montre un virage à 180 degrés comme ça en fin de course. Mais c'est Mme Fréchette qui était aux commandes du ministère de l'Économie dans les dernières années. Puis, elle doit quand même répondre de ce bilan-là qui est catastrophique. Moi, je ne vais jamais rechigner quand on veut supporter nos entreprises, mais dans les 7 dernières années et demie, la CAQ a été absente, a préféré des entreprises étrangères. C'est un montant quand même modeste, Jean-François, que les entreprises vont sauver, mais selon plusieurs, c'est quand même un pas dans la bonne direction, là. Oui, parce qu'il y avait des mesures fiscales à améliorer pour notamment être plus compétitif au Québec par rapport aux autres provinces. Il reste encore ce qu'on critique beaucoup, c'est-à-dire la paperasse qui est assez imposante pour les petites et moyennes entreprises. Ça vient également le nuire à leur travail, mais on est content du côté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Quand je dis que je vais faire moins d'interventions, ce à quoi je réfère, c'est notamment d'avoir moins de prêts pardonnables de manière systématique. Donc, d'en faire vraiment un cas d'exception, l'octroi de prêts pardonnables, et que ces prêts soient pardonnés si les exigences sont rencontrées avec des exigences, je dirais, assez importantes. Oui, donc évidemment, ce n'était pas le bon extrait. On devait entendre François Vincent là, du côté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui dit que pour être plus compétitif, bien entendu, il faut que le Québec réussisse à baisser notamment là, sa paperasse et également faire encore plus du côté fiscal. Et pour terminer, on va également parler de cette controverse. On sait qu'hier, le gouvernement fédéral, dans son énoncé économique, a parlé d'un nouveau programme pour former la main-d'œuvre. C'est une compétence québécoise. Du côté de la première ministre Christine Fréchette, on a dit aujourd'hui qu'elle allait travailler avec Mark Carney là-dessus, mais qu'on allait gérer le programme. Merci beaucoup, Jean-François. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire. Voyez mon adresse présentement à l'écran. Et pour voir ou revoir nos entrevues, nos reportages, vous pouvez évidemment aller faire un tour sur notre site Internet nouveau.info. On va aller en Montérégie maintenant pour parler d'une belle histoire de solidarité quand même. On parle d'une femme et de ses 2 jeunes enfants qui doivent faire face à une épreuve difficile. Vous voyez les images, leur maison qu'elle venait de rénover a été ravagée par un incendie il y a 24 heures. Mais heureusement, vous allez le voir, il y a du bon monde. Sabrina Rivet. Je pense qu'on est tous en état de choc. Ça fait beaucoup en même temps. J'ai été partie 1h30. La famille a tout perdu en quelques heures, que ce soit des vêtements, des meubles, mais également de la nourriture. Il y a même leurs 2 animaux de compagnie qui sont décédés dans l'incendie. Tu regardes toutes tes choses partir en fumée, puis t'as pas le contrôle là-dessus. Il y a des amis qui m'ont prêté du linge. Dans le fond, Josiane, Chloé et moi, on a un groupe ensemble. Puis on a reçu le message hier soir. Il était à peu près 9h30. Puis tu sais, on se sent impuissant un peu en même temps, j'ai goût de dire. Tu sais, tu fais quoi? Je peux pas lui ramener sa maison, mais je peux lui accorder un peu de support moral. Je peux l'amener magasiner des sous-vêtements. Je peux pas me mettre à sa place parce que je suis pas à sa place, mais je peux imaginer que c'est pas facile. Puis le peu que je peux faire, je vais le faire. T'sais. On va être là pour eux. C'est ça le plus important, je pense. Ce qui a été le plus affecté, c'est la salle à manger, la cuisine, le salon. Ça s'est rendu jusque dans notre chambre. La chambre du bébé, je l'avais pas vue non plus. Il n'y a rien de récupérable. La jeune mère de famille a publié sur les réseaux sociaux son histoire et en quelques heures à peine, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main pour venir en aide à la famille. Je me suis levée à 5h30 ce matin, puis je l'ai vu qu'est-ce qui se passait pour Josiane. Puis tout de suite, je me suis dit, voyons, je peux pas laisser ça comme ça. J'étais intervenante communautaire.
Alors, tout de suite, j'ai mis mes petites abeilles là-dessus là, pour trouver du stock. Puis là, je suis en train de faire la grande tournée puisque je pars de la Rive-Nord. Laval, Mirabel. Après ça, j'ai arrêté à Bois-des-Filions, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies. Là, je suis encore, tu sais, je suis dans l'est de Montréal, sur Hochelaga, pour aller passer le tunnel. C'est sûr que ça fait chaud au cœur. Honnêtement, tu te sens seul au monde, mais t'es pas seul au monde. Fait que c'est un mélange de tout, de se sentir comme vulnérable et impuissant dans ce qui nous arrive, mais de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en arrière de nous pour nous backer, de voir la communauté comme qui s'unit en arrière de nous, ça fait vraiment chaud au cœur. En plus d'amasser des vêtements, Mme Darcy a aussi créé un GoFundMe pour aider Josiane, ses 2 enfants de 2 et 10 ans et son conjoint. C'était clair qu'il y a quelqu'un qui a un genou à terre. Puis, tu sais, Josiane, c'est quand même une personne d'une grande force de caractère. Elle revient de loin. Et toute ta vie pour que ça finisse comme ça, puis on va recommencer. C'est pas fini, ça va être un nouveau départ, mais quand tu vois tout ton investissement qui a l'air de ça fait mal au cœur. La prochaine maison, ce soit notre nouveau départ officiel, puis qu'après ça, on soit tranquille pour vrai. Maintenant, la famille devra être patiente parce qu'elle ne sait pas quand encore elle pourra retourner dans leur maison. À Montérégie, Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Vous connaissez le médicament Ozempic pour traiter le diabète, mais qui est de plus en plus populaire aussi pour utiliser pour la perte de poids. Le traitement injectable coûte des centaines de dollars par mois. Mais voilà que Santé Canada approuve une première version générique. Les reproductions du médicament sont de 45 à 90 % moins chères que l'original, selon l'Agence de santé fédérale. 8 autres demandes pour des génériques d'Ozempic sont en attente d'autorisation. Maintenant, je vous parle de la librairie indépendante La Liberté, qui a accueilli le lancement du dernier livre d'Éric Duhem, qui est visé donc par un appel au boycottage. Cette campagne a été lancée sur les réseaux sociaux. Le Parti conservateur et le Parti québécois ont rapidement réagi à ce qu'ils jugent être un autre exemple de culture de l'annulation. Félix-Antoine Audet. C'est la section de la librairie La Liberté où on devrait normalement retrouver l'essai d'Éric Duhem, qui ne s'y trouve plus, non pas à cause des menaces de boycott, simplement parce que le livre a été complètement vendu. On est en attente de commande. Et du côté de la classe politique, bien, il y a beaucoup de réactions à tout ce qui s'est passé dans cette saga. La librairie qui nous accueille, c'est pas un événement partisan de lancer un livre. Là. Ils nous ont accueillis parce qu'ils lancent des livres de tout le monde. Ils ont même reçu Ruba Gazal, la co-porte-parole de Québec solidaire, il n'y a pas plus tard que 2 mois. Donc, c'était pas un acte politique. C'est pas des gens qui sont membres du parti. Puis même s'ils l'étaient, je veux dire, ça changerait strictement rien. Mais c'était pas ça l'enjeu. On vit dans une société démocratique. Mais bien sûr que nous, ce qu'il y a dans le livre, on s'est déjà exprimé, on l'a déjà critiqué. Et c'est ça la nature du débat dans notre société québécoise. Et nous, au Parti québécois, on va se battre pour que nous ayons cette capacité d'exprimer nos opinions sans se faire stigmatiser, sans qu'on essaie de nous faire taire. Mais on va se battre aussi pour que nos adversaires politiques aient cette capacité de présenter leurs idées. La librairie La Liberté a réagi sur ses réseaux sociaux dans une publication où elle dit notamment qu'une librairie qui choisit quelles idées ont le droit d'être présentées n'est plus un espace de liberté. Pour le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec, on est surtout heureux de la réaction de la librairie et surtout qu'elle ne semble pas avoir été impactée trop durement. C'est une librairie indépendante. C'est des gens qui l'ont difficile. On comprend que tout le monde est sur ses tablettes aujourd'hui puis qu'on lit de plus en plus de numérique, qu'on commande de plus en plus sur Amazon. Fait que nos petits commerces de quartier, ils l'ont très difficile. La dernière chose que je voulais, c'est que ça leur nuise. Donc, je pense que ça... Là, quand j'ai vu qu'une enseignante faisait ça, j'ai dit, OK, là, il faut qu'on fasse quelque chose. On va contre-attaquer. On va inviter les gens à aller acheter un livre à la librairie La Liberté. Moi, j'ai été très impressionné par la réaction de la librairie La Liberté, qui est une institution ici dans Jean Talon, qui a réagi sans se laisser intimider par les gens qui veulent limiter la liberté d'expression. Et la librairie a réagi avec justesse, avec dignité, avec courage. Et moi, c'est ce que je veux saluer aujourd'hui. Un autre point sur lequel tout le monde semble s'entendre, c'est l'importance d'encourager les librairies indépendantes comme celle de La Liberté. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.
On va aller à Trois-Rivières maintenant. Chaque année, 400 bébés commencent leur vie à l'unité de néonatologie. Une petite fille est née là-bas tout juste à 34 semaines et elle n'est pas arrivée à n'importe quel moment. C'était le jour de l'ouverture du restaurant de son père. Donc, il souhaite maintenant aider les familles d'autres prématurés. Frédéric Bacon l'a rencontré. Ça a été rempli d'émotions. On a beau être grand, puis fort, puis tout, mais on n'a pas l'air de tout ça pendant la naissance. Maintenant que la tempête est derrière eux, ils souhaitent améliorer le confort des familles qui sont appelées à séjourner dans l'unité. On a passé 3 semaines à l'unité de néonat de l'hôpital de Trois-Rivières. Puis ça a été un événement un peu marquant. L'objectif est d'amasser 40 000 $ pour acheter 12 fauteuils zéro gravité et 12 fauteuils berçants adaptés. Moi, mon bref laps de temps de 4-5 heures que j'étais à l'unité, mais tu sais, le confort, c'était so-so. Puis tu sais, ma blonde était là, elle, ce matin au soir. Puis à un moment donné, c'est quand je suis arrivé, puis elle me texte, elle me dit « Écoute, on n'a plus de chaises, là. » Fait que là, c'était comme « OK. » Là, on se ramasse avec des chaises d'ordi. Tu fais l'allaitement, un début d'allaitement, là, t'as un oreiller sur toi, le bébé est branché de partout, puis tu veux rester toujours à côté. Fait que, tu sais, après 14 heures, 15 heures, assis sur une petite chaise, c'est pas confortable. Moi, c'est venu m'interpeller beaucoup. 40 000 $ pour 24 fauteuils, ça peut paraître assez énorme. Ce montant-là, c'est parce que c'est vraiment des fauteuils qui sont spécialisés? En fait, oui, c'est des fauteuils spécialisés. Il y a 12 fauteuils zéro gravité qu'on peut positionner selon la grosseur du bébé, le parent, tout ça, et le fauteuil berçant, qui est, de un, mieux constitué. Au niveau des positions, c'est tout au niveau des positions et des matériaux aussi, parce qu'on s'entend qu'en néonatologie, il faut que ça soit désinfecté, comme il y a beaucoup de gens qui passent là. Maintenant, vous l'avez quitté, cette unité-là. Je crois que votre enfant va bien. Oui. Pourquoi avoir choisi de prendre action? J'ai pensé peut-être aux autres parents aussi, qui allaient vivre sûrement la même situation. Je me suis dit, si je peux faire quelque chose, je vais le faire. C'est quoi l'avantage d'avoir la présence des parents dans l'unité? Plus le bébé est en contact avec sur la peau du parent, plus c'est réconfortant, plus il va relaxer, plus le développement va être meilleur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pas juste des fauteuils. C'est un outil de soin. Parce qu'au-delà du fauteuil, c'est le parent qui est assis avec son enfant et qui apporte vraiment des plus-values à son développement. Si vous voulez faire comme moi, puis aider peut-être des familles qui vont vivre la même situation que moi, je vous invite à faire un don à la Fondation Santé Trois-Rivières. Les fonds recueillis lors de la campagne « À chaque petite vie, son histoire » seront versés au Fonds des Amis de Mathilde. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Une cérémonie en mémoire de la policière Anaïs Fortin-Cozen a été célébrée ce matin à Montréal. La sergente enquêteuse de la Sûreté du Québec a perdu la vie dans une collision frontale. C'était le 31 mars sur la Côte-Nord. La femme de 36 ans se rendait porter assistance à des collègues lors d'une intervention. Sa voiture banalisée a été heurtée de plein fouet par une camionnette qui circulait à sens inverse. Au retour, il est question de maladies transmises sexuellement. La prévention ne concerne pas seulement les jeunes. À tout de suite. C'est Étienne qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc-Antoine en Estrie, mais je commence avec toi, Frédéric, en Mauricie. Le Parti libéral qui a présenté 2 candidates en vue des élections provinciales d'octobre prochain. Charles Milliard est dans la région depuis quelques jours et il a annoncé 2 candidates aujourd'hui qui sont bien connues en Mauricie. Tout d'abord, Annie Pronovo, ancienne mairesse de Saint-Tite. Elle sera candidate dans la circonscription de Champlain. Et ensuite, l'ancienne mairesse de Saint-Étienne-des-Grès, Nancy Mignot, sera candidate dans la circonscription de Masquinongé. Ce n'est pas des candidatures qui surprennent puisqu'on savait que ces 2 femmes étaient intéressées à changer de palier de gouvernement. Annie Pronovo a été mairesse de Saint-Tite pendant 8 ans. C'est d'ailleurs aussi la première femme qui a été à la tête de la ville. Elle est infirmière de profession. Et Nancy Mignot a, pour sa part, été mairesse et conseillère de Saint-Étienne-des-Grès. Vous allez voir que des défis d'aujourd'hui, de demain, il y en a à journée longue. Alors pour ça, on a besoin d'une équipe forte en Mauricie. Et c'est avec Nancy et Annie qu'on va y arriver. Avec Charles et son équipe, nous proposons une vision économique et la qualité de vie avance main dans la main. Je vais travailler pour vous et avec vous. Maintenant que le travail commence. Moi, je suis une pure laine du coin. Fait que les enjeux du territoire, je les connais très bien. Puis j'ai été mairesse quand même pendant 8 ans.
Merci Frédéric. Marc-Antoine, maintenant, une journée de dépistage des ITSS s'est tenue en Estrie et ce sont les baby-boomers qui étaient davantage ciblés. Ben oui, à l'occasion de la journée québécoise de sensibilisation à l'hépatite C, donc Iris Estrie tenait une journée de dépistage. Ça se poursuit encore, il reste environ 1 heure. Donc, toutes les personnes étaient invitées, mais on ciblait davantage les personnes nées entre 1945 et 1964 parce que selon Iris Estrie, c'est une cohorte qui se fait peu dépister. Il n'y a pas de programme non plus. Et Marie-Christine, 24% des personnes qui ont l'hépatite C ne sont pas au courant de leur statut. L'Organisation mondiale de la santé vise donc l'élimination de l'hépatite C comme menace de santé publique d'ici 2030, notamment en réduisant de 90% les nouvelles infections. Et selon l'organisme, il y a encore beaucoup de travail à faire concernant le dépistage des ITSS avant d'atteindre cette cible. S'il y aurait du dépistage qui se ferait systématique, puis l'accès au dépistage serait plus facile, peut-être qu'on n'en serait pas rendu là. En fait, qu'ils établissent un plan clair au niveau du dépistage en hépatite C, qu'il y a une surveillance en hépatite C, parce qu'on n'a pas de plan établi au Québec. Puis on sait qu'en prévention et en dépistage, c'est un peu difficile. Donc, tu sais, je pense que de ce côté-là, ça serait quelque chose qui serait nécessaire. La façon de prendre soin de soi, c'est aussi le dépistage. Ça devrait être une saine habitude de vie, justement. Si on connaît notre statut, ben, on peut être traité, il n'y a pas de transmission dans ce temps-là. Donc, c'est super important de se faire dépister. Donc, pour améliorer la situation, Marie-Christine Iris-Estrie pense qu'il faut améliorer l'accès au dépistage et au traitement dans toutes les régions. Même si aujourd'hui, on ciblait davantage les baby-boomers, tout le monde était invité à se faire dépister aujourd'hui. Et dans la dernière année, c'est environ 130 personnes qui ont été dépistées chez Iris-Estrie. Merci beaucoup, Marc-Antoine. On va aller faire un tour au Saguenay-Lac-Saint-Jean maintenant. Étienne, les chirurgies faites dans les cliniques privées, on le sait, ça coûte cher. Donc, la CSN demande à ce qu'il y ait davantage de mesures et d'efforts qui soient faits pour que les médecins reviennent vers les établissements publics. Oui, effectivement, parce que selon la CSN, en fait, il y a plusieurs patients partout au Québec là, qui doivent attendre plusieurs temps sur des listes d'attente. Et selon la CSN, bien, ils auraient la solution et c'est de ramener, en fait, les médecins du secteur privé dans le secteur public. Et ça pourrait peut-être aider les files d'attente. Selon le Conseil de la protection des malades, le problème n'est peut-être pas dans ce secteur-là. On peut les écouter. Mais rappelons-nous pourquoi les infirmières puis les médecins quittent le réseau public. C'est parce que c'est pas le fun. C'est compliqué, c'est lourd, il manque du monde. C'est pas efficace, ça fait pas la job. En attendant, j'ai des milliers de patients qui attendent pour être opérés. Fait que je veux bien là, le réseau public, puis bravo, mais en attendant, je veux que mes gens soient soignés. Ça, c'est clair, ça? Que ce soit la CAQ ou qui que ce soit qui gouvernera bientôt, je veux que le réseau soit plus efficace parce que j'ai des patients qui meurent sur des listes d'attente. Qu'est-ce que la CSN ou Santé Québec vont faire pour ça? Plus tôt aujourd'hui, la CSN mentionnait que le problème, en fait, était que, eh bien, c'est le secteur public, finalement, qui finit par payer les chirurgies qui se font dans le privé. Et ils veulent remédier à cette situation. Oui, c'est jamais évident. Merci beaucoup. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Aide aux PME, trop peu, trop tard, selon le PQ. On reçoit la porte-parole en matière d'économie, Catherine Gentilcorps. Amnesty International sonne l'alarme sur la crise de logement à Manawan et tout sur ce 5e match des séries avec les gars du 5 à 7, mais aussi l'analyse d'Yves Boisvert. Mais d'abord, le président Trump a évoqué aujourd'hui un blocus de plusieurs mois du détroit d'Ormuz alors qu'il était avec des leaders du secteur pétrolier. Mais Sabrina, quand même, fait particulier, le président américain a discuté aussi de la guerre en Iran avec le président russe. Oui, une discussion téléphonique qui a duré environ 1h30 aujourd'hui. Donald Trump a dit qu'il y a eu des bons échanges avec Vladimir Poutine. Et également, Vladimir Poutine a dit quand même que c'était une bonne idée que les États-Unis prolongent le cessez-le-feu avec l'Iran parce que les deux pays vont avoir plus de temps, en fait, pour négocier d'un accord. Puis dans la conversation aussi, le président russe a aussi souligné que les États-Unis, et si les États-Unis et Israël, en fait, devaient à nouveau attaquer militairement l'Iran, bien, ça serait dommageable, bien sûr, pour l'Iran, ses voisins, mais également les alliés un petit peu partout dans le monde. Donald Trump aussi, parallèlement à tout ça, tu le dis, Marie-Christine, a encore une fois menacé l'Iran. Il a dit qu'il pensait bloquer le détroit d'Ormuz pendant encore plusieurs mois, ce qui laisse présager que le conflit donc pourrait durer encore pendant très, très, très longtemps. Il a dit qu'il n'y aura pas d'accord tant et aussi longtemps que l'Iran n'aura pas refusé, en fait, l'abandon, en fait, du programme nucléaire, Marie-Christine.
Le secrétaire aussi de la Défense a été questionné aujourd'hui sur le coût de la guerre en Iran. Oui, parce que le Pentagone évalue en fait le coût de la guerre à 25 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le responsable financier, le secrétaire américain à la Défense ont répondu à de nombreuses questions. Pete Hegseth qui a dit que les États-Unis doivent amener l'Iran donc à renoncer à ses ambitions nucléaires. Et voici ce qu'il a répondu à un élu démocrate lorsqu'il a questionné sur la pertinence de l'intervention militaire en Iran. The biggest challenge, the biggest adversary we face at this point are the reckless, feckless, and defeatist words of congressional Democrats and some Republicans. Iran cannot have a nuclear bomb. We are proud of this undertaking. I am proud that President Trump has had the courage to do it, and I look forward to sharing more about what our troops have accomplished. Et sujet plus léger, le président qui a reçu les astronautes de la mission Artemis 2 à la Maison-Blanche. Oui, donc il y avait les trois, bien sûr, astronautes américains et l'astronaute également canadien, donc Jeremy Hansen, que vous pouvez voir donc du côté de la Maison-Blanche. Donald Trump, bien sûr, qui les a félicités pour la mission Artemis 2, donc pour se rendre vers la Lune. Et on a demandé au président américain s'il pensait que les astronautes américains allaient retourner sur la Lune bientôt. Voici ce qu'il a répondu. Well, we have a shot at it. I mean, we don't like to say definitely because then you say, oh, we failed. Because I think we could say we're ahead of schedule. So we have a good shot. We've authorized it. And I think with this team and, with Jared's done such an amazing job at NASA, I think we have a good shot, right? We'll see. Donc, on l'a entendu, Donald Trump qui pense aller sur la Lune, mais on a encore de la difficulté à traverser comme le détroit d'Ormuz, ce qui est un peu ironique dans tout ça. Merci, Sabrina. Alors, on revient sur cette baisse d'impôts pour les PME annoncée par Christine Fréchette. Ça vise donc 75 000 petites et moyennes entreprises, un allègement fiscal de 630 millions sur 5 ans. On va tout de suite en discuter avec la porte-parole en matière d'économie pour le Parti québécois, Catherine Gentilcorps. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben écoutez, c'est pas la première fois, là, il commence à faire ça à répétition. La CAQ prend les meilleures idées du Parti québécois. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est sorti là-dessus puis qu'on a annoncé une baisse, une réduction fiscale historique pour l'ensemble des PME du Québec. Aussi avec un allègement réglementaire assez important là, pour vraiment permettre à nos PME d'avoir un contexte de concurrence idéal puis de pouvoir se développer à leur maximum, à leur plein potentiel. Donc là, on reprend en partie cette idée-là aujourd'hui du côté de Mme Fréchette. Donc, c'est une bonne nouvelle, finalement. Mais c'est parce que ça vient tellement tard, ça vient avec un bilan économique qui est tellement lourd du côté de Mme Fréchette. Je veux dire, elle nous arrive, elle fait un virage à 180 degrés complet et on dirait qu'elle aimerait qu'on oublie que c'était elle, jusqu'à il y a quelques semaines, qui était encore la super ministre de l'Économie, qui vient avec un bilan à dénoncer. Là, je veux dire, si c'est si efficace que ça, là, le bar ouvert des subventions aux grandes entreprises étrangères, comment ça se fait que le Québec connaît une des pires croissances du PIB par habitant en Occident? Comment se fait-il? D'abord. Ensuite de ça, 6,4 milliards de dollars de pertes accumulées dans le Fonds de développement économique. C'est Mme Fréchette qui était super ministre de l'Économie, alors que ce bilan-là a augmenté d'année en année. Comment elle peut défendre les fiascos répétés dans Nordvolt, dans Flying Whales, dans Recyclage Carbone-Varenne, des milliards de dollars de l'argent public qui ont été dilapidés dans des projets bâclés, des projets qui n'ont eu aucune retombée économique pour le Québec. Ouais. Donc, elle a un bilan à défendre, Mme Fréchette. Aujourd'hui, elle ne peut pas arriver simplement avec une proposition qu'elle espère être miraculeuse pour renverser l'opinion publique du jour au lendemain. Ouais, donc, il faut qu'elle réponde de ce bilan-là. Il lui appartient. Vous dites trop peu, trop tard, mais quand même, mieux vaut tard que jamais, non? Ben, c'est-à-dire qu'on verra, parce que là, si on maintient parallèlement à ça le bar ouvert aux subventions aux grandes entreprises étrangères, si on maintient parallèlement à ça qu'on continue à mettre de l'argent sans fin dans le Fonds de développement économique, où est-ce qu'on va prendre de l'argent pour financer tout ça? Là, je sais qu'il y avait une cagnotte qui lui avait été réservée par le ministre des Finances, mais au bout du compte, on doit faire des économies ailleurs, on doit prendre de meilleures décisions, puis dépenser l'argent des concitoyens avec beaucoup plus de sérieux. Donc, fini la dilapidation des fonds publics, il faut mettre fin à ça également. Quand le PQ, puis quand vous parlez vous-même d'allègement fiscal historique pour les PME, ça ressemblerait à quoi un allègement historique? Mais là, on n'a pas chiffré au complet l'offre encore, mais ce qu'on a dit, c'est que nous, ce qu'on veut faire justement, c'est
en mettant fin au bar ouvert des subventions aux grandes entreprises, en abolissant le Fonds de développement économique dans lequel il y a 6,4 milliards de pertes. C'est de l'argent qu'on peut récupérer pour justement procéder à cet allègement fiscal-là majeur auprès de toutes les petites moyennes entreprises. Là, ce que propose Mme Fréchette, c'est seulement les petites entreprises. Pour aujourd'hui, nous, on veut que ce soit pour l'ensemble des petites moyennes entreprises. Puis, suite à ça, il faut que ça soit conséquent, que ça vienne avec un allègement de la paperasse, là, parce qu'en ce moment, nos PME croulent sous la paperasse, se perdent dans les différents programmes auxquels ils peuvent souscrire. Donc, il faut faciliter la voie pour eux, s'assurer que ce soit simple, puis qu'on puisse créer le meilleur contexte d'affaires possible pour que ceux qui ont les meilleurs plans d'affaires, qui ont les meilleurs outils, puis qui font le meilleur travail, puissent obtenir des résultats qui sont probants. Donc, c'est ça qu'on propose au Parti québécois. Catherine Jatulcan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Amnesty International maintenant lance une campagne pour dénoncer le manque de financement pour le logement dans les communautés autochtones. L'organisme a étudié pendant 2 ans le cas de Manawan. C'est au nord de Joliette. Alors, il y a des intervenants qui exposent maintenant les discriminations et injustices vécues par les Autochtones. Lila Mouche. Répondre à cette crise, ce n'est pas seulement construire des maisons. C'est reconstruire les fondations même de nos communautés et soutenir leur autodétermination. Les peuples autochtones ont droit sans aucune discrimination d'aucune sorte à l'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment le logement. Ça, c'est l'article 21 de la Déclaration des Nations Unies. Et au Québec, pour de nombreuses communautés autochtones, avoir un logement, c'est une question de survie. On connaît l'importance du logement au niveau, c'est un déterminant important au niveau de la santé, de l'éducation. Donc, c'est de contribuer au futur de demain avec ces jeunes et moins jeunes des Premières Nations. Ça me fait rappeler un peu le pourquoi qu'il y a eu à l'époque la loi sur les Indiens, qui existe encore, à la création des réserves à une certaine époque où est-ce qu'on voulait nous encloîtrer sur la même réserve, parfois très éloignée. Mais là, maintenant, on nous donne des infrastructures qui sont complètement désuètes, qui ne répondent pas aux besoins. Selon Statistique Canada, les Autochtones sont 3 fois plus susceptibles de vivre dans un logement en mauvais état. Le surpeuplement les frappe de plein fouet. Il touche 17 % des ménages autochtones et il grimpe jusqu'à 40 % chez les Inuits, d'après l'Atlas des peuples autochtones du Canada. Derrière ces chiffres, une crise bien réelle, enracinée dans des décennies de sous-financement et d'inégalités systémiques. Ce que révèle notre rapport, c'est qu'il s'agit d'une grave crise de droits humains et qu'Amnesty International en arrive à la conclusion que le racisme systémique, les répercussions persistantes des politiques coloniales et le sous-financement historique des communautés sont les facteurs clés de cette crise. Non seulement le droit au logement, mais également les droits à l'éducation, à la santé, à la vie privée, à la sécurité et à la vie sont bafoués. Le rapport produit par Amnesty International souligne qu'il manquerait 10 000 logements dans les communautés autochtones au Québec. Après avoir enquêté pendant 2 ans dans la communauté Atikamekw de Manawan, Amnesty International a fait le constat que le droit à un logement convenable n'est pas respecté dans le cadre du droit international. Nouveau Info a aussi constaté l'ampleur du problème dans la communauté Anishinaabe du lac Simon en 2025, malgré un financement de 2,6 millions pour la construction de 18 logements. Les besoins restent toujours importants. Ici, au lac Simon, on construit, on rénove, mais c'est loin d'être suffisant. Combien vous pensez de temps que ça pourrait prendre à ce rythme-ci pour combler ce déficit-là en logement? Je ne sais pas vraiment, là. 15-20 ans probablement, peut-être jamais. La sécurité des femmes et des enfants, l'itinérance cachée, les problèmes de santé mentale ou encore physique, le rapport d'Amnesty International est sans appel. Il faut augmenter le financement pour le logement, mais il faut aussi reconnaître le racisme systémique et les politiques coloniales qui continuent de marginaliser ces communautés. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Retournons maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le match de la Sainte-Flanelle ce soir, Elliott. Donc, les fidèles commencent à arriver. Oui, on commence à voir des gens arriver, là. Mais la première personne qui était ici ce soir, c'est le maire Éric Latour. On va aller le voir dans un instant. Alors, on attend pas loin de 500 personnes, là, ici. Donc, on va aller voir M. Latour.
On le dérange un peu. On est en feu à Saint-Jean, on est en feu. Oui, c'est ce que je vois. Le hockey, c'est une religion. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, à la cathédrale. C'est un très bel événement, quand même. Tout à fait. C'est fantastique. Honnêtement, pour le rayonnement de la ville, c'est totalement génial d'avoir eu cette idée-là. C'est plein à capacité, presque à chaque soir. Je pense qu'il reste quelques billets pour ce soir, mais c'est franchement fantastique. Vos prédictions pour ce soir? 2-2 en prolongation, parce qu'il y a eu beaucoup de prolongations, mais moi, je pense que Gallagher va compter le but gagnant. C'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est ce qu'on a de besoin. Alors voilà, on attend pas loin de 500 personnes là, ce soir ici à l'église Saint-Jean-l'Évangéliste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci, Elliot. Salut Yves! Salut Marie-Christine! J'avais le goût qu'on parle hockey ensemble parce que je sais que tu es un grand fan. C'est beau à voir les gens qui se rassemblent dans une église pour écouter le match. Il y a quand même tout un effet rassembleur derrière les séries. Là. Le hockey en général, mais particulièrement en série. Bien sûr, parce que là, tout d'un coup, tout le monde est un peu forcé de s'y intéresser. Même si tu n'aimes pas le hockey, même si tu as suivi ça de loin pendant la saison, bien là, ça te saute dessus d'une certaine façon. Puis ça met une atmosphère agréable dans la ville. Et on sait à quel point... Tu as de la misère avec ton téléphone. C'est pas grave, ça arrive souvent quand on s'énerve un peu avec les bras de main. C'est bon, tu es installé. Alors... Regarde, on voit des images en direct. C'est quand même extraordinaire, les citoyens qui donc se rassemblent dans cette église-là de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, je pense qu'à part les messes de minuit, et encore, c'est rare que c'est aussi rempli que dans un match du Canadien. Mais c'est évidemment, ça nous fait sortir de nos problèmes du quotidien. Oui. Mais ça unit les gens. Et ça a été étudié, ça, Marie-Christine. Il y a eu des études scientifiques là-dessus. Oui. Évidemment, c'est difficile à mesurer de façon précise, mais on voit que ça crée une sorte de lien social. Et combien de fois tu vas entendre des gens qui sont des nouveaux arrivants et qui te disent que le hockey à Montréal leur a permis de s'intégrer, d'avoir quelque chose en commun rapidement, une émotion commune, en fait, avec les Québécois qui sont ici depuis plusieurs générations ou depuis toujours. Alors, ça fait c'est un lieu commun, en fait. Oui, puis surtout ces temps-ci, on sent qu'il y a beaucoup de polarisation politique, extrême gauche, extrême droite. On sent que les gens sont parfois déchirés, on le voit sur les réseaux sociaux. Puis quand on voit les fans comme ça, avec leur sourire, le chandail du Canadien, ça fait du bien. Il n'y a plus de fédéralistes, de souverainistes, de caquistes. Non, tout le monde est uni autour de ça. Bon. Est-ce que tu te rappelles où tu étais, toi, le 6 juin 1993? J'étais en France et je regardais les résultats dans les journaux. Et bien, évidemment, j'ai suivi ça. Et Marie-Christine, pour quelqu'un de ma génération qui a connu les années 70, où il y avait presque chaque année une Coupe Stanley, Richard Labbé, un de mes collègues de la presse, dit qu'une fois, il n'avait pas pu se rendre au défilé. Sa mère, il avait dit « C'est pas grave, on ira l'année prochaine. » Alors, c'était comme acquis, en plus, le fait que cette année, on a eu des années de vaches maigres. Là. Il y a eu des années tristes. Alors, de voir que le Canadien revient et qu'on a un compteur de 50 buts, on ne faut pas bouder notre plaisir. Bon match, Yves, ce soir. Et à toi aussi. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, tu te trouves ce soir à la Cinémathèque québécoise. Il y a plusieurs nostalgiques qui vont célébrer les 25 ans du film Annie Brocoli dans l'espace. En fait, non seulement ce sont des nostalgiques, mais des petits brocos, comme on les appelle. Allô, Annie? Salut, c'est des petits brocolis devenus grands. Oui, exactement. Oh, oui. Hey, Annie, 25 ans de ce film-là. On est là ce soir pour célébrer ça. Comment tu sais? T'attendais-tu à ça? De revivre ça? Mais tellement pas. En fait, c'est Québec Cinéma qui m'a annoncé que ça faisait 25 ans qu'Annie Brocoli dans l'espace était sortie. J'ai fait comme un peu, 2001. Ben oui, assez calculé. Fait que j'ai vraiment comme embarqué là-dedans. C'est un peu comme un cadeau. En fait, c'est pas un peu, c'est beaucoup un cadeau. Puis les billets se sont envolés comme ça en 1h30. Puis c'est comme, je pense ça juste comme un gros char d'amour. C'est extraordinaire. Et puis, est-ce que toi, mettons, j'imagine que tu l'as pas réécouté 100 000 fois. Non. As-tu l'impression que tu vas le revivre un peu comme les 300 personnes qui viennent revivre ce moment-là? Ben, je sais pas. Je pense pas que je vais regarder le film. Je vais plus regarder eux autres. Tu sais, c'est exactement le même public, mais avec 6 pieds de plus.
Donc, c'est complètement différent. Avant, c'était un rave quand il était jeune, mais là, c'est un rave d'adulte. C'est complètement fou ce que c'est. Puis l'amour est relié, c'est une histoire de cœur. Tu sais, quand on a eu comme une idole quand on était jeune, on dirait que ça reste imprégné. Fait que c'est eux autres que je vais regarder chanter puis danser, puis je pense que je vais essayer de les filmer puis je vais pleurer. Et d'ailleurs, il y aura un mini-spectacle aussi, donc tu vas chanter ce soir des vieux succès quasiment. Des vieux succès rock. Oui, on fait 5 chansons, puis après ça, ben ça va se transformer en karaoké, puis je sais qu'il y en a plein qui auraient voulu venir, mais il n'y avait pas assez de billets. Mais là, on ouvre toute la place au complet, ça va devenir un karaoké, fait que venez-vous-en. Alors, c'est dit. Si vous avez envie de venir chanter avec Annie Brocoli, peut-être que vous avez chanté à l'époque assis dans votre salon, et là, maintenant, vous pourrez chanter à côté d'elle, ou sinon avec elle. Hey, bonne soirée et savoure chaque moment de ces 25 ans-là. Merci, mon ami. Ciao! De ça, puis tu fais ça. Ouais. Alors, qui fait quoi, là? On va découvrir ça ensemble. Tu commenceras, Yannick. Je vais commencer en te parlant du Canadien. Il faut, hein, parce que Brendan Gallagher pourrait s'amener en renfort ce soir. Hein? Mais écoute, je pense qu'on va te le confirmer. François Gagnon, tantôt, nous disait, notre collègue à Tampa, il l'a vu arriver avec tous les joueurs qui ont descendu de l'autobus. Donc, il va jouer ce soir, Brendan Gallagher. Vous l'aurez entendu à nouveau. Oliver Kapanen devra s'absenter pour le match de ce soir. Disons que le Canadien a encore en mémoire cette défaite crève-cœur subie dimanche contre le Lightning, menait 2-0. Brendan Gallagher, là, c'est un guerrier, c'est un vétéran, c'est un gars qui a 76 matchs de séries éliminatoires derrière la cravate. Il a 33 points en 76 matchs, donc va peut-être insuffler une nouvelle énergie à ses coéquipiers. Et cette série est extrêmement serrée, ne serait-ce que pour le nombre de buts marqués, Marie-Christine. Et écoute bien Martin Saint-Louis, comment il va nous décrire comment c'est vraiment serré, cette série-là. On savait que ça allait être une série très tight. C'est 11-11 début. En avantage numérique, c'est quoi? C'est 5-5. Ça veut dire que c'est 6-6, mais il y en a un à 4 contre 4. Fait qu'on a scoré un de plus à 5 contre 5. Fait que... J'ai tout calculé ça, là. Et Marie-Christine, il y a eu un bon flash de la part d'Hydro-Québec. Tu sais, dans le logo d'Hydro-Québec, là, il y a cette petite éclair qui est là. Bien, finalement, du côté d'Hydro-Québec, éclair, c'est lightning là, en anglais. On a décidé tout simplement de... Regarde, ça, c'est une petite animation très intéressante. Bon flash. On biffe l'éclair pour la durée de la série entre le Canadien et le Lightning. Et puisque je parle du Canadien, je te signale également que ce soir, c'est le premier match du club école du Canadien, le Rocket, en série face aux Marlies. Mais tout a été dit. Juste un secret de coulisses. Quand on l'a regardé pour la première fois, Fred n'était pas sûr de comprendre. Pourquoi qu'il fasse ça? Il comprenait pas qu'il enlevait l'éclair du... J'étais concentré sur un autre dossier. C'est entre deux. T'es rapide sur d'autres choses, c'est pas grave. Beaucoup de places de la part des amateurs des Sabres de Buffalo hier. Écoute, l'interprète de l'hymne national canadien, le microphone ne fonctionnait pas. Écoute bien la réaction de la foule. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'à Buffalo, c'est la seule équipe de toute la Ligue nationale, même quand deux clubs américains s'affrontent, on chante l'hymne national canadien. Ça serait pratique d'avoir une chorale comme ça quand nos micros lâchent, ça, studio. Ben oui, certainement. En terminant, un mot sur la Coupe Grey qui était de passage au Québec. Oui, à la célèbre banquise, le restaurant où on sert, semble-t-il, les meilleures poutines au Québec. Alors donc, il y avait les joueurs francophones des Rough Riders de la Saskatchewan, Thomas Bertrand Hudon, Samuel Emilius, Carfala Exumé et Benoît Marion, qui ont été là, on ne sait pas trop à quelle heure, pour manger donc de la poutine dans le célèbre trophée. Il y avait également Marc-Antoine Dequoy qui avait fait ça du côté des Alouettes, lui, lorsque les Alouettes avaient gagné leur Coupe Grey en 2023. Ça doit être encore meilleur dans un trophée comme ça. Ça me donne faim, ça. Hey, merci. Oui, ça donne faim aussi. Les gars, à demain. On va aller manger une petite poutine. Oui, bye. La pénurie de main-d'œuvre frappe aussi le Japon. L'aéroport de Tokyo qui s'en remet maintenant à des robots pour gérer les bagages. Mais les machines ne vont pas complètement remplacer les humains. Elles vont plutôt assister les équipes de travailleurs. C'est une façon de soulager les employés qui sont constamment sous pression dans cet aéroport qui accueille plus de 60 millions de passagers chaque année. Mais attention quand même, ces robots humanoïdes doivent être rebranchés toutes les 3 heures pour être opérationnels.
Salut Michel. Allô, Marie-Christine. Ce soir, bien sûr, la fièvre des séries, 5e match Exact. de la série. D'ailleurs, le débat va porter sur les bagarres au hockey. Oui, les bagarres qui ont longtemps fait partie, je pense, de l'ADN du hockey de la Ligue nationale. Plusieurs se rappellent, entre autres, là, de la bataille du Vendredi Saint en 1984 entre les Canadiens et les Nordiques. C'est assez flou pour moi, ça. Oui, c'est flou, mais ça fait partie de l'histoire du hockey. Depuis le milieu des années 2000, début des années 2000-2005, il y a une diminution parce qu'on a changé les règles, le jeu est plus rapide également, puis il y a une conscientisation qui a été faite par rapport aux commotions cérébrales. Pourtant, il y a encore des batailles. On en voit également depuis le début des séries. Alors, on se demande, est-ce que les bagarres dans la LNH ont vraiment leur utilité? On va débattre de ça à 22h30, en espérant que le match soit terminé. Ce sera une belle bataille d'idées. Oui! Ah, tiens! Merci, Michel. Ça me va,